Bienvenue à la chefferie Baham que vous voyez tout juste là derrière. Ici c'est le musée. Donc on va faire une visite du musée tout à l'heure. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Baham comme moi. C'est intéressant. Donc ça se présente donc comme ça. Hop. Là-bas derrière c'est la maison du chef. Et là-dedans c'est le musée. Allez, let's go. Un musée fonctionnel, c'est-à-dire les objets que vous voyez là continuent à être exposés ou à être utilisés dans des cérémonies, dans les différentes cérémonies. Oui, c'est pourquoi on parle du musée vivant. Et le musée a été mis sur pied par une ONG italienne, le COE, en partenariat avec les élites de la diaspora. À l'époque, nous sommes en 2001, où il fallait mettre sur place 5 musées dans 5 des chefferies, parce qu'on nous dit le nord-ouest et l'ouest du Cameroun comptent 305 chefferies. Et il fallait choisir 5 chefferies. Et Baham a été parmi ce choix grâce à ce palais qu'ils avaient cédé pour qu'on fasse le musée. En attendant construit un musée réel. Oui. Et il y avait le patrimoine, parce que ce que vous voyez là ne constitue qu'une minorité du patrimoine de la chefferie. Parce qu'il y a un roi qui a régné de 1935 à 1954. Il a fait les royaumes Bamoun, il avait un amour très poussé pour l'art. Ce qui fait que quand il est arrivé à Baham, il a développé l'art à Baham, surtout les perles et le tissu blanc, avec les sculptures. Donc, Baham a été parmi ceux qui ont les 5 chefferies grâce à son patrimoine et à cette salle. Il était question de former les natifs du village. À l'époque, on choisissait 4 par village. C'était d'un bac plus 2. Et les Italiens les ont formés à l'Institut de formation artistique à Malmayo pendant 8 mois. Et ils sont venus sur le terrain faire la pratique en 2 ans. Et on a donc mis ce musée communautaire sur place. On l'appelle musée communautaire parce que ce n'est pas seulement les objets de la chefferie. Les notables des 16 villages de Baham, ceux qui ont fait confiance au roi, ont mis leurs objets ici en dépôt. Ce qui fait que quand il y a des cérémonies ou des funérailles ou quoi que ce soit, ils viennent prendre leurs objets, ils partent servir et après ils reviennent déposer. Donc nous avons plus d'une vingtaine de notables qui ont leurs objets ici en dépôt. Ils peuvent les prendre à tout moment. Et le reste, c'est le don du roi. C'est pour la chefferie. Et le thème général de l'exposition est intitulé « Art, mémoire et pouvoir du royaume Baham ». Pourquoi le choix de ce thème? Parce que déjà l'art, la majorité des sculptures sont faites par des sculpteurs Baham. Mémoire parce que ces objets transmettaient des messages. Nos ancêtres n'étaient pas à l'école, ces artistes n'avaient pas fréquenté. Et quand ils sculptaient, ils véhiculaient un message. C'est quand nous allons parler, quand nous serons proches de ces objets, que vous allez mieux comprendre. Donc chaque objet a une signification. Et mémoire, pourquoi? Mémoire parce que ça véhiculait les messages. Et pouvoir parce que ces objets continuent encore à être fonctionnels. Le pouvoir culturel. Oui. Et c'est pourquoi je vous dis encore que nous sommes dans un musée vivant, fonctionnel. Mais cependant, pour la sécurité du personnel et des visiteurs que vous êtes, les objets ont été démystifiés quand ils sont à l'intérieur. Et ils sont mystifiés ou chargés quand ils traversent cette porte pour aller servir. Ceci pour la protection du patrimoine. Dernièrement, il y a eu une exposition en France, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, où Baham a été l'une des chefferies qui a donné plusieurs objets, une dizaine d'objets pour cette exposition temporaire. Par exemple, ce tronc est parti, cette statue de Panthéon, le gros tambour, qui est l'un des objets les plus lourds du musée, le gros tambour, et bien d'autres objets qui sont dans la salle. On a fait voyager 11 objets, bien structurés, et ils sont partis, fait 4 mois, ils sont rentrés dans son intégralité, donc sans aucune égratignure, sans rien, juste pour aller valoriser. Vous comprenez que si des gens à l'extérieur valorisent nos choses, ça nous appelle donc aussi à savoir pourquoi on accorde tant de valeur à cela. Moi, je vous dis encore vous merci qui prenez vraiment la peine pour venir savoir de notre culture. Oui, parce que personne, l'étranger ne peut pas mieux l'aider que nous, sauf si nous l'ignorons. Oui, c'est l'un des rôles des conservateurs que nous sommes, transmettre la valeur culturelle, parce que c'est ça, c'est notre identité. Oui, c'est ça notre identité. Donc c'est ça, art, mémoire et pouvoir du royaume Baham. Et là-dedans, nous avons 10 sous-thèmes.
Par exemple, le premier sous-thème, c'est cet axe-ci. Cette statue de Panthère, les deux grands tambours et l'image de roi. C'est intitulé dans le sous-thème Pays et Histoire Bahamas. Et les deux axes, si vous voyez les mannequins habillés, c'est intitulé dans le sous-thème Costumes et art textile représentant quelques sociétés secrètes. Puisque le principe, c'est que quand un roi arrive au pouvoir, durant son mandat, il doit créer au moins une société secrète. Il y a des rois qui ont fait des longs règnes, ils en ont créé plus d'une. Et le roi actuel est le 19e de la dynastie, en tant que monde, je viens avoir au moins 19 sociétés secrètes. Mais on a pu représenter quelques-unes. Et il y a encore ces deux secteurs-là, les deux panneaux les deux objets qui descendent comme ça là. Je prends d'abord dans la généralité. C'est intitulé dans le sous-thème Société secrète et religion. Sur ce sous-thème, on a présenté les objets appartenant à la société secrète la plus redoutable en pays bamileke qu'on appelle le Kungan. Le Kungan, c'est la société secrète la plus redoutable, la plus magique possible. Oui. Et il y a un autre sous-thème qui nous présente les instruments de communication. C'est de ce côté-là qu'on voit les tambours, afin que les tambours en avant les fenêtres. C'est rangé dans le sous-thème instruments de communication jadis utilisés et encore un peu d'utilisation. Je pensais avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Le téléphone qui était utilisé, c'était le tambour à fente. Oui, sous forme de balafon là. C'est ça le tambour d'appel. Oui. Et il y a également un sous-thème qui présente les récipients et les contenants. Avant, il n'y avait pas les cocottes minutes, les marmines modernes comme celles utilisées de nos jours. C'était dans des objets en poterie, oui, qu'on faisait la cuisine. Les canaries étaient utilisés également pour la cuisine, oui. Et on a un autre sous-thème qui présente les trônes. Les trônes, ce sont des tabourets, des fauteuils majestueux, comme vous voyez là, généralement frappés d'emblèmes royaux et de Corée. C'est le trône. Et le trône, c'est le tout premier objet qu'un roi fabrique dès son accession au pouvoir. Quand il vient d'être attrapé comme nouveau roi, en pleine cérémonie funéraire, on le conduit au Lakam. Le Lakam, c'est la maison d'initiation des rois bamileke. Il séjourne donc au Lakam. Et après, durant son séjour de 9 semaines au Lakam, on lui enseigne à devenir roi. Et pendant son séjour, il s'assoit sur les troncs de bananiers, où il y a un serviteur qui est chargé de renouveler cela à tout moment, après quand ça s'affaisse. Et après maintenant ces 9 mois-là, il sort de là, il est présenté officiellement comme roi, et il descend maintenant à la chefferie, il s'assoit sur les sièges, sur les trônes de ses prédécesseurs, tout en passant la commande de la fabrique de ce roi-là. Parce qu'elle a accouché le chef, on les appelle Mafotsofo. Il y a maintenant cette deuxième catégorie où moi, que je sois une princesse ou pas, hein, j'ai fait, même si je suis une blanche, j'ai posé des actes louables au sein du royaume. Et le roi, maintenant, pour me gratifier, me considère comme sa maman en me donnant donc le titre que porte sa mère. On les appelle les mafos roturiers. C'est pourquoi vous allez voir les mafos et les notables de peau blanche. Aucun veineur de la localité ne peut voir là, mais ils sont mafos de pâleur bravoure. Et il y a maintenant ce troisième type où on doit voir une princesse. Je peux succéder, on devient mafo par succession. Peut-être ma mère était mafo, elle décède, je succède à elle ou ma grand-mère. C'était un peu ça. Elles sont des femmes et ces femmes sont membres de toutes les sociétés secrètes qui existent. C'est le pouvoir qui leur a attribué. Et à elles seules, elles ont une société secrète pour elles seules. Comme on appelle le maçon, le modèle. C'est la confrérie des femmes. En ce sens, c'est le pouvoir féminin, naturel qui leur est attribué. Dans les classifications des mafos, tu as cité la mafo tsefo. Oui, la mafo roturière. Et les mafos princesses. Oui, il y a les mafos princesses d'abord. Les mafos princesses. C'est aussi par mérite. Oui, bien sûr. C'est les princesses qui sont. Et troisièmement, ce sont les mafos roturières. Il y a les mafos tsefo, les mafos princesses. Qui sont valeureuses. Oui, les mafos roturières. C'est ça. Donc, quand ils s'en couple dans le vin, et il y a notre sous-thème qui présente des artistes. Je vous ai dit, on a dénommé le musée Art de l'Ivoire parce que la majorité des sculptures sont faites par des sculpteurs locaux. Dans ce secteur, il y a les œuvres de 3 grands sculpteurs, où un a été le maître
maître de l'autre. L'autre également élève de l'autre. Ils sont trois, mais leurs styles sont totalement différents. Bien que l'un ait acquis la technique chez l'autre, les enseignements chez l'autre. Et parmi lesquels il y avait le sculpteur Maison du Roi, qui est appelé Kwame Kantabege. C'est un des 9 notables. C'était lui le sculpteur de la chefferie. Et beaucoup de ses œuvres sont dans les musées européens. C'est parti clandestinement. Non, on avait compris qu'on avait plutôt volé, non? Oui, oui. On a transporté. Oui, les dames ont trompé, fait ça, c'est donc comment ils parlent. C'est ça qu'on appelle. Parti clandestinement, oui, sans plus passer par la voie officielle, pour plus savoir que c'est parti tel endroit à tel endroit. Oui. C'est les gens qui ont fait comme ça. Et le combat des structures culturelles est de voir comment un jour ramener ces objets. Il y a beaucoup de symposiums, beaucoup de conférences qui sont faites à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut faire retourner ces objets d'Afrique qui sont partis et qui se trouvent là-bas? Et quand on aborde même ces gens de là-bas, ils disent qu'ils avaient acquis par achat. Ils avaient acheté, mais ils achetaient à combien? Oui, ils achetaient à combien? Donc, on est dans ce dilemme-là. Il y a un autre sous-thème qui présente la justice traditionnelle. Avant, il n'y avait pas les tribunaux modernes comme de nos jours. La justice était rendue coutumière. Comment? On faisait le rituel du torture. Ça s'appelait le tencho. On vient à la chefferie, devant la loge de justice qu'après ici on va visiter. Chacun allait là devant, on mettait une torture. Il y avait des juges avec certains objets que nous allons voir là-bas. Le roi assis dans la loge de justice avec 2 de ses serviteurs et on vous donnait une torture. Vous parlez, vous donnez vos versions de faits. Et après avoir parlé, vous déposez la torture. Si elle va tout droit vers le roi, ça veut dire que vous êtes innocent. Par ricochet, vous êtes protégé. Si par contre, après avoir parlé à la torture, elle tourne autour de vous ou bien grimpe sur vous, ça laisse entendre que vous êtes coupable. Et quand elle se dirigeait vers le peuple, c'était pour que le peuple vous lynche. Vous voyez, la justice populaire que nous vivons de nos jours a été longtemps pratiquée sur cette forme-là. Donc c'était un peu comme ça. Il y avait d'autres litiges où on allait boire le caddie dans des maisons sacrées. Dans la chefferie, c'est celle-là qui existe encore à nos jours. Mais le rituel de torture a disparu. Avec le modernisme, il y a certains pans de la culture qui vraiment se sont éteints. Et le rôle des structures culturelles, c'est de revivifier cette flamme-là, faire savoir qu'il y a eu telle chose. Si à la longue, on pourra encore faire renaître cela. Et le dernier, ce sont les figures de maternité, de paternité. J'ai fini par la guerre en disant, le territoire s'est acquis grâce aux guerres de conquête. On nous fait savoir que Faux-Villa, c'était le village de Dakar. Les guerriers ont seulement combattu pour les repousser, jusqu'où ils sont là. Il y a une position avant l'engagement de ce camp chapitre où je descends dans le là. On nous a fait savoir c'était la chefferie Bata. Mon grand-père était un grand guerrier, prince de la chefferie supérieure. Il a fait un coup d'état au point où il a abattu ce village, il les a repoussés et ils ont abandonné les terres pour aller s'implanter là où ils sont. Donc, pour dire, le territoire s'est acquis grâce aux guerres. Parce que dans la chefferie, il y a des sociétés secrètes à vocation guerrière, ceux-là qui étaient chargés pour la guerre, de conquérir. Et le dernier thème, sous-thème, autant pour moi, c'est l'architecture traditionnelle. Vous voyez, les parois en bambou dans le musée. Les parois en bambou dans le musée. Il y en a 4 parois. 1, 2, 3, 4, avec des encadrements de porte. Pourquoi 4? Parce que la case traditionnelle qu'on appelle champ, chez nous, est une case qui se construit par mérite. À la chefferie supérieure, on vous l'octroie, vous payez un certain tribut pour bâtir une case avec les encadrements de porte comme ça et recouvert de parois. Et en fonction du degré de notabilité, vous pouvez recouvrir votre case d'une façade, de 2, maximum 3. Je dis bien en fonction du degré de notabilité. Il n'y a qu'à la chefferie où on va trouver une case avec 4 sacs. Les sacs sont les parois là, qui se conçoivent au sol et après se collent sur le mur à partir d'une cérémonie de levée de parois.
On nous avait fait savoir qu'il y a une seule concession en bas, mais on retrouve aussi 4. Dans la concession où je disais le grand-père était guéri, il a repoussé, oui. Mais par humilité, il n'a jamais posé 4. Il est resté à 3. Il dit après tout, je ne peux pas me rivaliser, oui, voilà, au chef. On lui a donné le droit. Oui, on lui a donné le droit, de par sa bravoure. Parce qu'il était frère consanguin du chef. Il a raté la succession supérieure et est allé combattre. Et papa. Voilà. Ok, était papa. Oui. Donc, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, c'est la même famille. J'ai en face de moi mes frères. Ok. Ici, les encadrements de portes sculptées à haut relief, comme vous voyez, sont des messages, comme je vous ai dit, à mémoire. Il y a un artiste camerounais, Prince Eamo, qui a chanté Entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. C'est ce message qui est véhiculé ici. Nous avons 2 panthères en train de s'en prendre à une proie. Oui. Ça veut dire quoi? Si 2 personnes qui s'aiment sincèrement ont des problèmes, il ne faut pas qu'une tierce personne s'y mixe dans le sens de les désunir davantage. Grâce à l'amour sincère qu'il y a entre eux, ils vont mettre leurs problèmes de côté et se retourner contre cette tierce personne. Ça, c'est le message. Et on a sur ce côté, le roi qui est assis imperturbablement en train de fumer sa pipe. Et là, à côté de lui, sa femme lui adresse la parole. Si chez nous, on n'est pas appelé à parler au roi bouche ouverte, pour s'adresser au roi, voilà, on lui fait allégeance de cette façon. Oui. Si le roi entre là, durant ma conversation avec lui, voilà ma posture. Oui. Et ici, nous avons des captifs de guerre. Vous les voyez accroupis et le ventre évidé, tenant leurs chevilles. C'était comme ça qu'étaient punis les traîtres. Ils restaient sur surveillance parfois au point où ils retrouvaient la mort. Ils avaient trouvé à l'époque, c'était une méthode moins atroce de les châtier physiquement. Oui. Là, ils sont assis. Ils sont accroupis, oui, tenant leurs chevilles. Le ventre évidé signifiait qu'ils mouraient parfois de faim. Oui. Et pour les femmes, elles se mettaient debout et tenant leurs mamelons, les seins. Ils marchaient torse nu à l'époque. C'est sur surveillance. Les femmes traîtres. Et ici, nous avons un guerrier revenu de guerre avec le trophée. Le trophée était la tête de l'ennemi tranché. Et en fonction du trophée ramené, le roi devait le gratifier en lui donnant soit une princesse pour épouse, comme tel est le cas ici, soit un titre de notabilité, soit une parcelle de terrain. Oui. Ok, j'ai donné le commentaire du dernier sous-thème. On va commencer maintenant par le premier sous-thème qui est celui de l'histoire Baham. Nous avons cette statue de panthère appelée en Baham Trufefe, qui figure parmi les objets qui ont participé à l'exposition. Double signification dans notre culture. La statue a une fonction cérémonielle et une fonction représentative. Cérémonielle parce que lors de la danse royale Tso veut dire la danse de confirmation du titre de notabilité et n'entre dans les lignes de danse que si on est roi ou notable. Lors de cette danse, l'objet est porté et déposé dans un point de la danse. Son pouvoir, en ce temps, c'est de contrecarrer les forces maléfiques. C'est ça sa fonction cérémonielle. Et sa fonction représentative tient du fait qu'il symbolise, que l'objet symbolise l'un des totems du roi. Oui. Continuons ici. Nous avons ces 2 tableaux, un manteau. Ceci est le roman cérémoniel, tandis que cet autre est rituel, tel qu'on nous a expliqué. Cérémoniel, pourquoi on nous a fait savoir lors des grandes cérémonies, dans des cérémonies de renom. Le roi Kamwa l'utilisait. Kamwa a régné de 1935 à 1954. Oui. Et on sait savoir qu'il y avait une sorte d'escabeau qu'on mettait pour qu'il joue. Et pour jouer, il utilisait un bras d'ennemi qui fut tranché en champ de bataille pour jouer. Il jouait parfois au point où le tambour se crevait afin qu'il cesse de jouer.
Et on l'a appelé au départ Kakana. Kak veut dire tambour femelle. Kana, c'est une danse guerrière que ce roi avait importé des royaumes Bamou pour ici. Parce que je vous ai dit, il avait fait les royaumes Bamou. Il avait donc un amour poussé pour l'art. C'est pourquoi durant son règne, il a développé l'art à Baham. Parlant maintenant des figures, nous avons ici la société sur le fût du tambour. La société est faite du règne animal qui est composé des êtres humains et des animaux. Et des objets, nous avons là le kufo qui constitue le tout premier instrument musical. Et c'est l'attribut d'une société secrète qu'on appelle Nya. Le Nya, c'est la toute première société secrète où tout natif Baham est appelé à être membre. Et au sein du Nya, il y a ces objets de plusieurs tailles, d'échelon en échelon. C'est une société secrète où il y a plusieurs échelons. Oui, il y a plusieurs échelons. C'est pourquoi dans le Nya, la double cloche, il y en a des différents. Il y a même d'autres qui ont la taille de la porte là où nous avons traversé. Donc il faut. Et la tortue, je vous ai parlé de la tortue, qui est l'animal de justice. Cette femme, la main sur le sexe, le serpent en main, symbolise la fertilité. Nous avons ici une sorte de couleuvre qu'on appelle en Baham le biemia. C'est un serpent destin. Lorsqu'on le voit, on cherche plutôt à le protéger. Si bien que si vous le blessez par inadvertance, ça laisse de mauvais présages. Oui. Et le crocodile symbolise le totem aquatique terrestre du roi. Et ici, nous avons un site dans propre à une concession. Parce que quand on parle de site de mémoire, il y a ce qui est ouvert au public, comme Fauveau, Kamali, mais il y a d'autres qui ne sont pas ouverts au public, comme Mouigneux, par exemple, comme Mouigneux, lui, et dans des concessions, quoi. Oui. Donc, il y a ici dans une concession un site qu'on appelle Langon. C'était là où se réfugiaient les crocodiles. Et quand ils sont venus, on sait quel est l'animal simple. Oui. Ce qui fait que quand il fallait les voir, il fallait aller dans ce site-là. Quand parfois ils sortent de l'eau pour se sécher au soleil, ils remplissaient la zone. Oui, et dès qu'un humain approche, tous ils rentrent dans l'eau. Oui. Donc c'est un totem aquatique terrestre du roi. Et l'oiseau en envol. Vous pouvez imaginer ce que l'oiseau en envol sur les formes d'art signifie. L'oiseau en envol. Vous avez une idée? L'oiseau en envol. Ça signifie quoi? Hein? C'est le bonheur. Explorateur, le bonheur, c'est la liberté. C'est ça, on veut dire la liberté. La liberté, l'indépendance. Oui, l'indépendance, c'est le bonheur entier. Et l'indépendance en Baham s'appelle... Le pouvoir. Très bien, papa. Applaudissons pour papa. L'indépendance, voilà. L'oiseau en envol sur les formes, sur les sculptures signifie l'indépendance, le peuple. Parce que nous savons que jusqu'à une époque, le peuple n'était pas libre. Oui. On sait donc ça, la trace de cela, l'écriture par nos ancêtres de cette indépendance reçue. Et là, maintenant, nous avons des hommes aux forces différentes en train de soutenir ces sociétés. En passant, j'ai oublié de parler de l'araignée migale, la tarentule, appelée en langue gom. C'est un animal de divinité. Il y a des cultes pour que des décisions soient prises dans le cercle traditionnel. Il y a des personnes commises pour la consultation de cette araignée. C'est un animal qui vit dans la terre et ces gens vont sur son entrée. Ils font des tracés avec des feuilles, ils mettent des feuillages, ils disent des mots et des bâtonnets, ils recouvrent. Le lendemain, ils reviennent rouvrir et trouvent que les baguettes ont changé de sens, les fleurs ont changé de sens et seuls eux savent décoder le message. Ils convergent, ils distinguent les versions et ils les convergent et trouvent la version juste. C'est un culte ancestral qui, jusqu'à nos jours, continue à s'appliquer. Oui. De nos jours, il y a, je ne peux pas dire des prédateurs qui apprennent à faire cela, mais il y a ceux-là qui sont authentiquement faits pour cela. Oui. Et qui lisent vrai. Et qui lisent vrai. Ils ont dit chez nous, le culte de l'araignée migale ne trompe jamais. Oui. Jamais. Ça ne trompe jamais. Sa lecture peut tromper, mais l'araignée ne trompe jamais. Et cela donc est porté. Et on nous fait savoir que ces totems, quand ils sont dans leur règne animal, par exemple en brousse,
ils ont le pouvoir, ce pouvoir d'apercevoir le chasseur à distance. Et quand bien même ils savent que le chasseur est en train de venir, ceux-là qui sont animaux totems canalisent les animaux ordinaires vers le totem, vers le chasseur, tout en se retirant. En se protégeant. Oui, en se protégeant. Si par contre le chasseur se prépare à tirer sur lui, il va faire tout et tout au point de transformer son visage pour laisser découvrir au chasseur que là où tu es, tu te prépares à tirer sur un être humain et non sur un animal. Et le message passe. Et si le message ne passe pas, ils vont se confronter. C'est pourquoi vous voyez parfois en bourse les chasseurs abattus. Oui, les chasseurs dévorés, parce qu'il y a eu combat. C'est pour ça que j'ai compris aussi dans l'histoire que quand le chasseur voulait tirer sur l'animal, l'animal fait comme ça. Voilà. Oui, il baisse la main. Il gagne la main sur la face comme ça. Il reste debout là, il met la main sur la face comme ça. Le chasseur, oui, il abat là. Oui. C'est qu'il a fait à un être humain. C'est vrai. Ceci figure aussi parmi les objets qui sont partis au musée du Père Tanguy. Ceci, c'est une calebasse, corbeille à médecine. Corbeille à médecine, lorsque vous étiez accusé, vous deviez poser votre main dessus afin de donner vos versions de fait. Et aussi, la corbeille avec cette fonction médicinale qui était que le médicament qu'on appelle chaud. Chaud, c'est un médicament de purification et c'est un antidote. Parce que des gens consomment, si tu peux consommer le poison, on te donne le chaud, tu renvoies le poison. Et ça se compose comment? On nous a fait savoir que quand il y a en plein marché, un des membres de la société secrète, Kougen, il se voit le visage, il va en plein marché. Ça, c'est comme ça se passait réellement avant. Devant tout commerçant, il tend la main. Quand il tend la main, vous lui donnez la nature de votre marchandise. Il ouvre le sac à bandoulier, il lance dedans. Même si c'est le harata, comme on dit là, que vous vendez, vous le donnez. Il lance dedans. Quel qu'en soit ce que vous vendez, il jette dans le sac. Dès qu'il a fait tout le tour complet du marché, il revient au sein d'eux. Il prépare avec le contenu. Le roi maintenant vient à son tour avec des jujubes. Il professe les paroles de paix, de bénédiction, et après, il ajoute le jujube dans le contenu. Et maintenant, on écrase. Ça devient une poudre. Et là, on peut le consommer. Et il y a aussi une autre façon de consommer en liquide. Lors de la danse de purification, le chef de cette société secrète, parce que c'est une société secrète décentralisée, les différents chefs, ils ont une calebasse en main avec de l'eau à l'intérieur et ce produit versé dans le l'eau. À tout bas de danse, à tout bout, ils sont en train de mettre dans la bouche et asperger à grands jets sur la population. En ce moment, vous voyez comment la population se bouscule pour qu'au moins une goutte tombe sur eux. En ce moment-là, si vous êtes habillé en blanc, on voit les points blancs sur le corps, sur le visage, ainsi de suite. Nous avons ici, si on peut développer, pour la cause de magie de on met aussi dans ceux qui avaient été interpellés. La compétition s'est passée là devant la cour du musée et l'œuvre sélectionnée premier devait rester la propriété du musée et le gagnant devait compétir au niveau africain et au niveau mondial. C'est ce qui s'est passé. Et le gagnant, c'était quelqu'un du Nord-Ouest. Oui, pour l'année 2010 et pour l'année 2011, c'était son cousin. Voilà l'œuvre gagnante de 2011. C'était toujours quelqu'un du Nord-Ouest, le cousin du gagnant de 2010. Et ce gagnant est présentement à Baham. Il a un atelier sculptural à l'ancien hôtel Baham. Oui, oui, monsieur Emmanuel Vauche. Oui, c'est lui. Oui, il a compéti au niveau africain, au niveau mondial. Et oui, oui. Il a voyagé, il est rentré avec des prix. Chaque temps, il est là dedans. Oui, c'est un très grand sculpteur. C'est un très grand sculpteur. Bon, il nous a expliqué, ça c'est une maman qui a donné naissance aux jumeaux. Les jumeaux chez nous sont comme les dons du ciel, les amis du roi Sophie. Et quand ils sont nés, on célèbre la naissance au sein de la petite famille, au sein du village, à travers un rituel qu'on appelle le thé marron, comme ça se passe pendant les années impaires, comme cette année-ci.
On est en pleine année rituelle. Et l'objectif de ce rituel, c'est pour atténuer les puissances ou faire disparaître les puissances négatives des jumeaux et renforcer les puissances positives. Oui. Et on nous fait savoir qu'au temps jadis, les mamans qui avaient donné naissance aux jumeaux mettaient fin à la guerre. Comment? Lorsque la guerre était vraiment sanglante, qui avait donné naissance aux jumeaux et ont fait le rite, parce que le rite est couronné par la reine mère, par la première reine qui a fait les jumeaux. Et la première manie, parce que le roi, comme on dit dans la lignée royale, il y a une reine mère qui a donné naissance aux jumeaux. C'est elle, Mafomagna. C'est elle qui couronne ce rite. Oui. Quand vous avez fait ce rite au temps jadis, on disait que quand la guerre était vraiment sanglante, les femmes qui ont fait le rituel des jumeaux, elles avaient une sorte de cri de communication où elles prenaient l'arbre de paix sous forme de canne et se mettaient en plein champ de bataille en criant, en poussant des cris d'alarme. Même l'administration coloniale, lorsqu'on les voyait dans une posture de défilé avec l'arbre de paix en train de pleurer, de crier, parfois on dit même que d'autres, comme on marchait torse nu, elles étaient là nues comme ça là. Et lorsqu'on les voyait dans cette posture, on baissait les armes, on cessait le feu. Oui. Donc elles mettaient fin à la guerre. Ce rôle même que l'organisation, l'ONU ne parvient pas à le faire aussi facilement. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est ce pouvoir féminin encore qui avait été attribué. Et pour le parent mâle, il avait accès à l'un des bois sacrés. Le parent devenait d'office notable parce qu'il y a un passage du rite où le parent va entrer dans un bois sacré où n'entre que si on est notable. C'est pourquoi on dit chez nous que Marno Sakam, par les jumeaux, tu es devenu notable. Oui, parce que lors du rite, il y a cet acte-là, ce passage-là que vous avez fait, sans être un notable. Ici, nous avons les masques Bachan. Chez nous, on les appelle les Katsok, parce que c'est lié à une société secrète ici. Ça se porte sur la tête, ce sont des signets de danse. Et il y en a aussi ceux qui sont très grands, qui sont plutôt comme des fauteuils. Mais ceux-ci se portaient sur la tête pour danser. Famille, c'est-à-dire ces femmes, ces enfants. Et ensuite, le village. Donc, c'est une danse qui pèse financièrement. Pour que Fonante, il doit dépenser. C'est pourquoi il danse rarement. On appelle ça en Baham Kangfo. Et les autres portent le teint aux plumes rouges, blancs, jaunes. De nos jours, ça se teinte. Nous avons les têtes de buffles brûlées de cori et d'argent. Vous savez, les coris étaient les premiers moyens utilisés dans le temps. Ils ont été décorés par les coris pour montrer la richesse du royaume. Ici, nous avons les tenues des sociétés secrètes. Celles les plus anciennes, par exemple ceci. Ces sociétés secrètes appelées Quintan. Quintan veut dire les coureurs d'oreilles. C'est l'une des sociétés secrètes très anciennes où ne siège que si on est prince, si on est de la lignée princière. Et il y a le roi Kamoa qui est arrivé au pouvoir par des méthodes très peu catholiques, parce que c'est l'administration coloniale qui avait fait de lui le roi de Baham. Ses frères étaient contre lui. Il a fait dissoudre cette société secrète à son époque. Mais après, on a réintégré la société secrète qui siège jusqu'à nos jours. La particularité est qu'au sein de cette société secrète, lorsque les droits de l'homme n'étaient pas encore valorisés, autant barbare, oui, au sein de la société secrète, il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les feufs. Feufs étaient considérés comme de nos jours les bourreaux, les guillotineurs. Les feufs, à l'époque, au sein de cette société secrète, étaient chargés d'appliquer la sentence à ceux-là qui avaient commis l'adultère avec la femme du roi ou ceux qui avaient versé du sang humain. La sentence consistait à vous clouer les oreilles et à vous jeter dans un fossé épineux qu'on appelait Chokwa. Oui, Chokwa. Quand nous sommes arrivés ici en 2002, on a même fait le terrain et on nous a montré encore des sites où on jetait les gens après avoir cloué leurs oreilles à l'intérieur. Donc c'est un truc qui avait vraiment existé. Mais avec la déclaration des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que la location devait se trouver dans la chefferie. Dans la chefferie et dans les grandes concessions. Là où on avait visité dans une grande concession à Carrefour.
On nous a dit qu'on jetait les gens dans ce fossé-là. Oui, c'était pas encore anglais. Bon. C'est un cas de décès. Aussi, c'est une naissance de jumeaux. C'était aux utilisateurs dans sa foi. Et nous avons ces objets en miniature, qui sont les miniatures des authentiques. Parce qu'au musée, nous avons un programme intitulé Mallette pédagogique. Mallette pédagogique consiste à sculpter les authentiques en miniature, choisir un thème précis, on sculpte et on va dans les établissements scolaires ou primaires et on en parle aux jeunes. Et on les invite donc à venir découvrir les authentiques ici et à avoir aussi d'amples informations sur leur culture. Vous allez voir cet amour en miniature. Ici, nous avons la sansa. La sansa était utilisée donc au village. Il n'y avait pas seulement les sculpteurs ou les confessionnels de Tisundorf ou les brodeurs. Il y avait également les griots, les chansonniers. Et c'était des gens aussi, dans les chansons, ils transmettaient beaucoup de messages. Ils pouvaient déplorer certains comportements sociaux en chantant. Et quand ils chantaient, ils jouaient, la mélodie était bonne et le message était véhiculé. Parce qu'il y a les maîtres conteurs aujourd'hui. Un enfant, parfois, peut être têtu à la maison, prend les faits et fait-lui sous forme de conte. Il va s'intéresser plus. Vous voyez un peu. Donc, c'était des maîtres conteurs, des chansonniers. Hein. Par exemple, il y a un fait qu'on a chanté ici. Que vous connaissez la chanson. Demio était une femme très facile, très légère. Et quand il chantait, c'était pour dénoncer son comportement afin d'avertir ceux qui pouvaient suivre les pas de Demio. Voilà, c'était un peu ça. C'est la une sorte de communication. Et ça, maman. Oui, ça c'est le blanc. Le lourd autant pour moi. Quand le roi était au Lakam, pendant son séjour au Lakam, il y a un serviteur commis pour son utilisation. Comment? Si vous êtes son invité, pendant que vous causez avec le roi, il se place près de vous, il siffle sur l'instrument. Ceci pour empêcher les oreilles curieuses de suivre votre conversation avec le roi. Comme pour brouiller. Oui, pour brouiller les écoutes. Voilà. Et aussi, quand le roi parfois devait sortir, on utilise ça pour dire, comme la sirène, pour dire c'est des passages, le roi est en train de passer. Ici, nous avons cette clochette qui était la clochette. Au temps du règne du roi Kamwa, c'était accroché au vestibule du roi. Quand quelqu'un arrivait et ne trouvait personne pour l'annoncer, il se faisait signaler à la clochette. Oui. Ici, nous avons les récipients et le conteneur. Et le cours, là, s'il te plaît. Ok, oui. Le gros tambour, c'est toujours un tambour d'appel. Il est appelé lame, tandis que celui-ci est appelé Dieu. C'est conçu de la même manière. Mais pourquoi le gros, pourquoi le petit? Ceci, déjà, quand une société secrète est créée, elle prend le temps, elle devient mature. Maintenant, pour s'officialiser, elle doit construire une case à la chefferie et déposer ce tambour à l'intérieur. Là, la société secrète est reconnue. C'est officialisé. Et aussi, bienvenue à la chefferie et au musée Baham. Ici, on est sur le lieu sacré Fauvu, plein de grottes. Une vue imparable. Donc après, on va finir au musée. Et donc là, ça fait partie de la visite. Donc là, c'est vraiment super intéressant.
Comme des petites histoires. Oui, et nous sommes là dans les grottes de Fovo. Et Fovo, on nous a dit, a été classé comme 3e site touristique d'Afrique centrale. Oui, lors d'un séminaire à Hilton Hotel, par mon collègue, participé par mon collègue. Et le lieu que vous voyez, c'est comme un lieu de pèlerinage, c'est pas seulement ouvert aux Bahames. Oui, c'est pas seulement ouvert aux Bahames. Et avec l'arrivée du christianisme, les colons ont voulu dénaturer, détruire ce site en disant que tout ceci était tabou. Ils ont inventé une croix pour créer l'église. La grotte, on est là à l'intérieur de la grotte. Là, la grotte de Fovo. Il y a une eau de source là. La source sacrée, on appelle ça l'église. La source sacrée où tu fais tous tes vœux, je te purifie. C'est exceptionnel. Waouh, comment la nature fait ces choses. Et les grottes sont positionnées, c'est impressionnant. Viens regarder comment ça s'embrasse. Waouh, voyez là, il y a les creux. Et les creux dessus. Voilà. Oui, oui, 2 fesses. Il y a aussi un autre là-bas, une autre où on vient voir. C'est comme 2 fesses là qui se rencontrent. C'est ouvert. C'est ouvert, tu peux passer dessous, dormir dessous. C'est un abri. C'est posé comme. C'est suspendu, le rocher suspendu. Oh, impressionnant. De la nature. Ça c'est absolu. C'est ça. On dit que la nature, c'est ce que nous avons acquis.